en introduction, je vais évoquer ma rencontre avec Louise de Chambray. Lors de la journée du patrimoine 2010, j'ai choisi de visiter les herbiers du Jardin des Sciences. Cette visite se faisait sous la conduite de Yves Mignotte, qui travaillait alors au muséum. Nous ont été présentés les nombreux herbiers qui étaient rangés sur des meubles spécialisés pour les rangements de bibliothèques, herbiers, etc. Et nous a donc été présenté en particulier l'herbier dit Henri Poinceau, qui est herbier de Bourgogne, qui lui a servi à faire sa flore de Bourgogne, et qui était en cours de restauration et de numérisation. Comme je suis assez curieuse, j'ai jeté un œil sur les autres herbiers qui étaient présents dans les rayons et qui portaient tous le nom de leur auteur. Et parmi la quarantaine, il y en avait 40 d'après la classe de la flore sauvage, il y avait 40 herbiers qui étaient présents au muséum Jardin des Sciences. Et parmi cette quarantaine d'herbiers, il y avait un seul qui portait le nom d'une femme, Louise de Chambray. Alors, curieuse de savoir qui était cette Louise de Chambray, botaniste, dont je n'avais jamais entendu le nom, j'ai posé quelques questions. Monsieur Mignotte nous a alors montré les nombreuses planches de l'herbier de LDC, je ne veux pas répéter tout le temps Louise de Chambray, qui se trouvaient hébergées dans l'herbier Poinceau. Alors elles étaient bien, ces planches qui étaient très reconnaissables, j'en avais une là, très reconnaissable. Elles portaient l'indication du nom de la plante, du lieu et de la date de la récolte sur une grande étiquette verte portant la mention Flore de France, Côte d'Or. Voilà, vous avez un exemple. Alors, moi, je l'ai trouvé tout de suite très beau. J'ai trouvé qu'elle était très belle. Et je me suis tout de suite, dès que j'ai fini la visite, j'ai voulu savoir plus de choses sur Louise de Chambray. Est-ce qu'elle était référencée quelque part dans les ouvrages qui parlaient de botanique bourguignonne. Alors j'ai consulté un livre que je consulte beaucoup surtout, Dijon et la Côte d'Or, 1911, qui est un ouvrage en 3 volumes qui a été réalisé à l'occasion de la tenue à Dijon du 40e congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, et qui a recensé toutes les institutions, personnalités, associations, bourguignoles de l'époque, et au chapitre qui est consacré au jardin botanique. Il y a des chapitres qui sont consacrés au jardin botanique, à l'université, aux collections d'histoire naturelle, et sont recensés les herbiers. Bonne pioche. Herbiers publics du jardin botanique, de l'université, et herbiers privés. Et parmi ceux-ci, l'herbier de Madame de Chambray. Alors, voyons ce qu'il en est dit. La seule chose qui m'intéressait, c'est ce qu'on disait. Alors, voilà ce qu'on dit de l'herbier de Madame de Chambray en 1911. Cet herbier se distingue par des échantillons admirablement choisis et préparés. Il peut soutenir la comparaison avec ceux des Norvégiens et des Suédois, qui sont les meilleurs préparateurs du monde pour les excicata. Madame de Chambray récolte et dessèche ses spécimens avec tous les soins minutieux que recommandait déjà une fervente botaniste, George Sand. Là, je pense qu'il y a un petit peu d'antiféministe, parce qu'ils auraient pu faire une référence à d'autres botanistes que George Sand. Enfin, c'est comme ça. Et par là, son herbier est très instructif. Il renferme toujours et met en évidence toutes les parties nécessaires à la délimitation des espèces et de la variété. Celle-ci apparaît distincte au premier examen de la plante sèche, et ce n'est pas un faible éloge pour des excicata. Madame de Chambray a herborisé dans la Côte d'Or, le Morvan,
le Val-de-Saône, la Côte d'Azur, les Alpes de la Haute-Savoie, le Lot-et-Garonne, la Suisse, le Jura, l'Inde, etc. L'herbier de Madame de Chamberet, qui contient 23 gros cartons, est le plus parfait que j'ai vu, tant par la beauté que par la préparation des échantillons, tous passés au bichlorure de mercure. Alors, cet article était signé de Gérard, qui a lui-même laissé, je crois, un herbier au jardin botanique. Alors, à partir de là, moi, ça m'a amorcé, j'ai dit, il faut que j'en sache plus. Donc, j'ai voulu en savoir davantage sur Madame de Chambray, sur Louise de Chambray, l'importance de l'itinéraire de son herbier. Alors, c'est indiqué qu'elle habitait 10 rue Verbizet. Alors, comment, du 10 rue Verbizet, comment il est arrivé au Jardin des Sciences du 10 rue Verbizet en 1911. En 1910, il s'est retrouvé donc au Jardin des Sciences. Et quel est le parcours botanique de sa créatrice? Alors, la première partie, donc, c'était de m'intéresser à Louise de Chambray. Ça, en somme, ça date de naissance. Bon, alors, elle est née à Dijon, 10 rue Verbizet, le 29 mars 1853, et elle est décédée à Dijon, à la même adresse, le 7 septembre 1928. Elle épouse en 1872 Paul-Joseph Tirbaz de Chamberet, né à Paris le 20 mars 1848 et décédé à Paris le 9 juillet 1902. Ils ont eu 3 enfants, Raoul, alors on dit tous ses prénoms, Gabriel Octave, né à Dijon le 8 mars 1813, est diplomate, Thérèse Louise Geneviève, née à Dijon le 6 juin 1877, carmélite au Carmel de Dijon, et Gérard Charles-Henri, né à Dijon le 4 février 1877, décédé à Charette, en Saône-et-Loire, le 8 août 1941. Alors, moi, j'ai cherché dans sa généalogie pour trouver des archives familiales qui m'en auraient dit plus sur elle. Mais, hélas, cette partie-là, ça a été bloqué. J'ai cherché, enfin, je vous dirai tout à l'heure ce que j'ai trouvé, mais pas grand-chose. Voilà le... Alors, Madame de Chambret, au cours de sa vie, a occupé 2 résidences. Une à Dijon, 10 rue Verbizet, qui est notée à certains moments pied-à-terre sur les listes administratives, et à Ouge, au Petit Ouge, rue du Potel, notamment dans les années 1896 à 1907, qui sont les années de ses plus nombreuses récoltes dans cette commune et aux environs. Alors je vais vous parler maintenant du parcours botanique de Louise de Chambray. J'ai trouvé une date d'adhésion à l'Académie de géographie botanique, association dont le bulletin est le Monde des plantes, le 1er janvier 1899. D'après les dates de ses récoltes, de 1894 à 1920, son herbier est déjà bien constitué. Elle se manifeste dans la revue en insérant une annonce. Elle désirerait acheter d'occasion un livre du docteur Gillot, quelques herborisations dans le Morvan. Donc elle montre bien cette demande, son intérêt pour la botanique bourguignonne. Alors en 1913, s'est créée à Dijon la Société bourguignonne d'histoire naturelle et de préhistoire. Louise de Chambray y adhère dès son origine. Et dès la séance du 12 novembre 1913, dans le bulletin numéro 2, elle apparaît comme membre honoraire et offre à la Société un certain nombre de volumes, diverses flores, flore de Lorraine, de Haute-Marne, un guide pratique pour les herborisations, etc. Et une flore de Durande de 1782, où vous voyez là-haut, ça montre la marque de Louise de Chambray, Ouge 1900. Donc dès qu'elle arrive à... Il y avait eu d'ailleurs un appel à donner des choses à la société, donc tout de suite, alors elle est déclarée membre honoraire. Alors cette société bourguignonne d'histoire naturelle et de préhistoire, elle avait des membres actifs qui payaient 300 francs de cotisation et des membres honoraires qui payaient 500 francs et qui ne participaient pas ni aux excursions, ni aux réunions même, mais qui aidaient la société de différentes manières. Donc, en somme, c'est ce qu'on appelle maintenant les membres bienfaiteurs.
d'une association, donc Madame de Chamberet, dès 1913, elle est tout de suite déclarée membre honoraire. Elle apparaîtra ensuite comme membre honoraire jusqu'en 1926, date à laquelle s'interrompt le bulletin. À la séance du mercredi 5 juillet 1922, M. Matet, qui est président de la SBHNP, qui nous intéresse aujourd'hui, indique que Mme de Chamberet a été élue membre donateur lors de la séance du 1er décembre 1920. C'est donc vraisemblablement à cette date qu'elle a fait don de son herbier à la société. C'est d'ailleurs vers 1920 qu'elle arrête ses récoltes. Vous verrez tout à l'heure diverses planches. Voilà, une première, qui a été récoltée dans le Morvan en 1907, dans les bois de la vente à l'italienne, qui ce lieu, le lieu de récolte de cette plante rare est toujours noté dans les diverses flores, en particulier, moi celle que je connais le plus, c'est Vialane et l'Argoumo, mais où il notait bois de la vente à l'italienne. Donc Madame de Chamberet, mais c'est pas, vous voyez voir sur la qu'elle n'a pas été vraiment dans le bois de la vente à l'italienne, elle a récolté cette plante dans un jardin et cette plante provenait de la vente à l'italienne, du bois de la vente à l'italienne. Donc, je vous disais qu'elle est donc membre donateur depuis décembre 1920. C'est lors de cette séance du 5 juillet 1922 qu'elle informe, par l'intermédiaire de Madame Gentil, qu'elle fait don d'une somme d'argent, 200 francs, destinée à subvenir à l'aménagement d'un meuble pour y installer l'herbier donné à la société. Une nouvelle série de bulletins, alors le bulletin s'interrompt à ce moment-là, en 1922 je crois, et en 1924 paraît une nouvelle série du bulletin qui s'interrompt en 1926. Madame de Chamberet y apparaît toujours comme membre honoraire. Dans le bulletin numéro 10 du 15 octobre 1925, il est indiqué que la section de botanique de la SBHNP, la Société bourguignonne d'histoire naturelle et de préhistoire, qui se réunissait chez un adhérent, et souvent 19 rue Janin, au syndicat d'initiative de Dijon, dont M. Matet, président de la société, est président aussi du syndicat d'initiative. Donc la Société bourguignonne d'histoire naturelle et de préhistoire est autorisée par M. Gentil, directeur du jardin botanique, avec l'assentiment du maire de Dijon, à tenir ses réunions au conservatoire du jardin botanique et à entreposer ses diverses collections, livres, herbiers. Voilà donc l'herbier Chamberet, entreposé au jardin botanique, futur jardin des sciences. Le bulletin de la SBHNP interrompt sa parution en 1926 et reprend en 1931, sous le titre de Bulletin scientifique de Bourgogne. Alors Madame de Chamberet est décédée en 1928, donc c'est le moment où il n'y avait pas de bulletin, donc on n'a pas de notice nécrologique. Mais dans le tome 1 de 1931, on parle encore de l'herbier de Madame de Chamberet, en indiquant que son classement est terminé grâce aux aides de M. Teléris, qui est trésorier de la société et conservateur des collections, et de Mlle Levet. Il n'y a pas donc de notice nécrologique, mais dans celle de Noël Garnier, qui est décédée en 1931, 3 lignes rappellent le souvenir de Mme Louise de Chamberet. Je cite: « Deux noms qui doivent nous rester chers sont à inscrire en tête du livre d'or de notre société bourguignonne d'histoire naturelle au titre d'insigne bienfaiteur. Ce sont ceux de Mme Louise de Chamberet et du proviseur Noël Garnier, qui tous deux ont donné d'importantes collections, principalement botaniques. » Alors maintenant, je vais finir par parler de l'herbier, qui est donc l'objet principal de cette intervention. Alors, je n'ai pas eu connaissance d'un document indiquant ses caractéristiques botaniques, nombre de planches, dates et lieux de récolte. J'ai recensé lors des événements scientifiques
ayant lieu au jardin botanique, les indications de son existence, de ses qualités. Depuis 1925, il n'a pas quitté le conservatoire du jardin, le conservatoire de botanique. Et lors du centenaire, en 1932, s'est réuni à Dijon le congrès une session extraordinaire de la Société botanique de France, et on a commémoré en même temps le centenaire du jardin botanique. Et à cette occasion, il y a eu l'inauguration du nouveau conservatoire de botanique qui venait d'être rénové par la ville de Dijon. Et à l'occasion de cette inauguration, on note encore la présence des herbiers les plus prestigieux, dont celui de Madame Louise de Chambray, avec en même temps l'herbier, Laguesse, Vialane, etc. et Royer. Alors, cette année-là, à l'occasion, enfin, on parle de cette occasion, il y a une revue, la revue d'histoire de la pharmacie de 1900, non, c'est après, non, avant. Dans la revue d'histoire de la pharmacie, on parle des herbiers dijonnais modernes. Et voilà ce qu'en dit M. Kaufeisen, mais je ne sais pas exactement quel est le rédacteur d'un article sur les herbiers, et il note, enfin, tout récemment, le conservatoire de botanique s'est enrichi de la très belle collection réunie par Madame de Chambray. Les plantes parfaitement conservées et en cours d'échantillon sont réunies en de grandes chemises et closes dans des cartons spéciaux. On peut difficilement faire mieux. Nous croyons savoir qu'un catalogue de ces plantes sera dressé, s'il ne l'est déjà, de façon à pouvoir compléter cet herbier par des acquisitions nouvelles. On aura ainsi un magnifique herbier de la Côte d'Or. Donc c'est ce qui se fait maintenant, enfin, ce qu'a fait Henri Poinceau. J'ai noté que les nombreuses descriptions de cet herbier font toujours plus référence à sa beauté, son élégance, son esthétique, qu'à sa qualité scientifique. Mais heureusement, dans ce domaine, les botanistes de la flore de Bourgogne, tels Henri Poinceau, lui ont rendu hommage indirectement en incorporant ses exicata dans l'herbier de Bourgogne qui lui a servi pour rédiger sa flore de Bourgogne en 1972. C'est une preuve de la valeur scientifique de l'herbier de Louise de Chambray. En effet, un herbier peut être considéré comme un objet patrimonial qu'on ne peut pas, il peut être considéré par les historiens des sciences comme un objet patrimonial qu'il est dommage de décortiquer, de diluer, de fusionner avec d'autres herbiers. Mais c'est avant tout un objet scientifique, un témoignage, un objet scientifique qui doit être utilisé par les botanistes. C'est ce qui s'est fait ici pour l'herbier Poinceau est en cours de restauration et de mémorisation. J'ai connaissance d'environ 1500 planches de l'herbier de Chambray présentes dans cet herbier qui contiendrait 15 000 planches et qui contient aussi de nombreuses planches d'autres botanistes, Laguesse, Vialane, etc. Madame de Chambray ne pouvait rêver plus bel avenir pour son herbier de participer à cette renaissance. Finalement, on utilise son herbier pour comparer, comme on l'a dit dans plusieurs communications, pour comparer, pour voir l'évolution des plantes dans la région, etc. Récemment, alors on s'était posé la question, je m'étais posé la question de toutes ces... Parce que là, il s'agit que des planches d'herbier de la Côte d'Or. Alors on dit qu'elle a herbier, vous avez vu dans le premier article, qu'elle avait herborisé au Lotaret, qu'elle avait herborisé dans la Côte d'Azur, en Suisse, etc. Alors récemment, M. Jean Lallemand, qui est chargé des collections botaniques du Jardin des Sciences, a trouvé dans l'herbier qui est dit Rouy, un herbier de France du XIXe siècle, des exicata de Louise de Chambray, qui est récolté au Lotaret en 1894. Donc cela répondait à la question de savoir où étaient passées les planches récoltées dans les Indes de Louise de Chambray. Nous entendons en trouver d'autres, celles de la Côte d'Azur, de la Suisse, etc. Alors en conclusion,
avant de vous présenter certaines planches. Le trajet de l'herbier de Madame de Chambray illustre celui de la Société bourguignonne d'histoire naturelle et de préhistoire, de la chapelle des élus, où il s'est trouvé au début les premières réunions, en 1913, au Jardin des Sciences en 2013. Alors, il illustre aussi le rôle des associations. Madame de Chambray, parfaitement autodidacte, a trouvé dans les associations botaniques dont elle a fait partie les supports, les vaisseaux, les aides qui ont permis de satisfaire son goût pour la botanique. La Société de géographie botanique, par exemple, organisait des séances, des ateliers, comme on dirait aujourd'hui, pour confectionner des exicata. Donc il n'est pas impossible que Madame de Chambray ait participé à ces ateliers pour se perfectionner dans la confection de ces planches d'herbier. Et puis, elle a pu rencontrer aussi des botanistes, parce que je suppose qu'elle a été aidée pour ses déterminations. Elles étaient justes, puisqu'ils ont été incorporés dans l'herbier Poinceau, mais elle n'était certainement pas seule à faire des déterminations. Donc, c'est dans ces associations qu'elle a pu trouver des aides pour faire ces planches qui, de la vie de tous, sont splendides. Donc, moi, je crois que du moment que vous voyez, il a encore utilisé là, pour la flore dans l'herbier qui est un herbier général de Bourgogne, donc la botanique bourguignonne lui doit bien perpétuer sa mémoire. Alors ce que je voudrais dire que la première partie, moi j'aurais voulu, c'est ça qui m'a un peu embêtée, j'aurais voulu vous présenter une photo de Madame de Chambray pour matérialiser un peu, mais je n'ai pas pu. Alors, j'ai discuté hier avec M. Jean-Claude Verpeau, qui a habité Charette et qui a connu son troisième fils, qui était à Charette et qui fabriquait des mouches artificielles pour la pêche. Alors, lui aussi, il a fait une collection de mouches, il en a inventé des nouvelles, et il en a fait don à une société qui a un club de pêche. Et il a, M. Gérard de Chambray, il a une rue à Saint-Étienne, pour le remercier de ce don. Alors, M. Verpeau, qui a apparemment connu un environnement proche de M. Gérard de Chambray, va peut-être nous trouver des archives familiales qui nous permettront d'avoir une photo de Mme de Chambray. Vous voyez à quoi ça sert, les associations, des liens, des réseaux, etc. Alors, je lance un appel. Vous connaissez des gens à Charette, vous pouvez essayer d'avoir une photo de Madame de Chambray. Alors, je vais vous passer quelques plans. J'aurais voulu vous les mettre tous parce que je les trouve tellement belles. Donc voilà, vous verrez ils sont très, très bien faits. Enfin, ils sont restaurés, là. Ils ont été remis sur un papier adapté, etc. Donc voilà, puis c'est tel Matésia, à l'hébergement Les Sœurs. Avec les dates, alors les dates, là, c'est des plus tardives. Les premières, c'était vers 1894. Voilà, le polypodium de Saulieu. Alors, naturellement, il y a beaucoup de récoltes qui sont faites dans les environs d'Ouge. Ouge, Fenay. Alors, voilà, ici, notre sabot de Vénus, qui vient de la région de Combe-Noire vers Châtillon. Alors, à Lyon-Murcinon, dans les bois d'Ouge, alors je me suis amusée à mettre les deux parce qu'il y en a une qui est prélevée en 1901 et l'autre en 1896. Alors, je voulais voir s'il y avait une espèce de progrès dans ça, mais non, apparemment. Voilà, à Saulieu, encore dans le Morvan, Drosera rotunifolia. Alors ici, Nymphéa alba, j'en ai mis 2 échantillons aussi, à des dates... non, c'est des dates proches, mais je les ai trouvées tellement belles que j'ai voulu mettre les deux. Si j'avais pu, j'en aurais mis beaucoup plus. Hein. Voilà, Tulipa sylvestris, à Pompanie, en 1897. Des orchidées.
Epipartis paludris et Orchis militaris. Alors, Orchis dans le Val de Suzon, ici dans le Moulin des Étangs, à Fenay. Dianthus armeria, en 1894, c'est une des premières, c'est une des plus anciennes. À Solon-la-Chapelle, toujours dans la même région. Ici, c'est le Salix caprera triandra. C'est une des premières planches que j'avais obtenues pour, voilà, qui vient de Touges en 1900. On ne voit pas bien. Adonis estivalis. J'ai vu qu'elle était en. Il me semble que c'est ce matin. Je l'avais un peu en voie de disparition. Bon, ben, apparemment, madame il l'a récolté à 2 mois. En 1896. Papa vert, là, oui, on peut essayer. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi je les trouve très belles ces plantes de. Pardon? Ah ben, elles ont été quand même restaurées, on va voir des plantes non restaurées, c'est pas tout ça. Voilà, ici. Une autre. Alors, on s'était demandé, donc avec M. Joanne Allemand, qui m'a suivi, qui a répondu à mes questions, qui m'a aidé dans ma recherche, où étaient passées donc les autres planches. Et voilà, alors ici, on a vu que ces planches étaient les noms des plantes étaient sur des étiquettes non plus vertes mais roses, elles avaient quand même un sens esthétique, Louise de Chambray. Alors voilà des planches, des étiquettes, dans un premier temps on a photographié des étiquettes qui s'étaient détachées comme ça, et qui venaient du Lotaret. Et puis finalement, voilà ici quelques planches, là naturellement celles-là ce sont des planches brutes, non restaurées, non numérisées. Vous avez du travail. Alors ici, c'est tout des silènes, hein. Là, des hautes montagnes du Lotaret, et puis ici du silène des Vosges, de Plombières-les-Dijon, deux autres avec leurs étiquettes roses, Silene alpinum, le 10 août 1899. Alors j'ai pas pu lire je regarde ça seulement sur les photos, et j'ai pas pu lire le lieu, mais c'est quand même, c'est marqué haute montagne. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais. Là, je vais vous tirer sur papier, si vous voulez regarder pour ce faire. Alors, en conclusion, je voudrais remercier le muséum de m'avoir permis d'accéder de manière restreinte à ces herbiers. Vous savez, moi, je suis comme un peu les lecteurs de bibliothèque patrimoniale. On aime bien avoir le contact direct. Enfin, bon, je me suis contentée de ça. Et puis, je remercie beaucoup M. Joanne Allemand, donc responsable de collection de botanique, qui m'a aidé, M. Humbert, qui m'a procuré les premières planches en 2010, qui m'ont donné envie d'étudier l'herbier de Madame de Chambray, qui est chargé de la restauration et de la numérisation. Et il y a encore du travail. Hein. Merci. Merci beaucoup.